Eh bien, bonjour à tous. Alors, c'est un vrai plaisir d'être ici pour parler de cette synthèse sur les mariages, infidélités et divorces entre la science et le numérique. Donc, je me présente, je suis Thibault Latry, donc je suis biologiste à l'École normale supérieure de Lyon, à Gerland, dans le sud de Lyon. Je suis aussi fondateur d'un site web collaboratif qui met en avant les résultats scientifiques sur les sujets controversés de la société, tels que les OGM, les ondes électromagnétiques et leur effet sur la santé, etc. Et je suis cofondateur d'une entreprise technologique qui met à disposition des chercheurs des outils pour les aider au quotidien. Et c'est ainsi que ça m'amène à poser la question des relations entre la science et le numérique, et en particulier aujourd'hui de m'interroger sur le web, enfin de nous interroger sur le web et Internet ont-ils changé notre pratique de la science? Alors pour ça, il faut revenir un tout petit peu en arrière et savoir quelles étaient les promesses au départ d'Internet et du web. Pour savoir qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après. Donc ça a commencé en 1960 avec le transfert de données binaires sur les câbles téléphoniques. 10 ans après, on a enfin de la mise en réseau, 23 ordinateurs dans un réseau, dans une université. Et là, on a l'invention de la killer feature d'Internet, qui est l'email, pour arriver 20 ans plus tard, dans les années 90, enfin au World Wide Web tel qu'on le connaît un peu plus aujourd'hui, avec l'indexation, l'organisation des fichiers, et la mise en place de moteurs de recherche. Donc les promesses pour la recherche et la science étaient énormes. Le transfert de données quasiment instantanément, donc le transfert de données brutes et de résultats, ainsi que l'indexation et l'organisation de tous les résultats, ce qui nous évite de parcourir toutes les bibliothèques afin de trouver la publication qui nous intéresse. Alors, par rapport à ces promesses, une qui a clairement été tenue, c'est sur le transfert de données. Un des exemples de ça, c'est le LHC au CERN, en physique des particules. Ils produisent énormément de données, et vous pouvez voir sur la carte ici tous les échanges en temps réel qui se passent entre les universités à travers le monde et le collisionneur de particules qui est au CERN à Genève. Donc ça, c'est en physique des particules. En biologie, grâce à Internet, maintenant, on est capable, lorsqu'on séquence on a une séquence d'ADN dans notre laboratoire, de pouvoir la comparer à une banque de séquences qui est à l'autre bout du monde, et de pouvoir savoir si on a affaire à un virus, une bactérie ou n'importe quel type d'organisme, ou si on a affaire à une séquence qui est totalement inconnue, donc qu'il va falloir annoter pour mettre à jour la base de données. Les exemples sont nombreux. Clairement, Internet a changé la façon dont on peut transiter nos données. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes. Maintenant, on peut attaquer sur les promesses d'Internet qui n'ont pas été tenues. Et pour ça, on peut regarder les publications qui sont produites par année. En informatique, on a la loi de Moore qui dit que les transistors sont doublés tous les 24 mois. En sciences, on a le même type de loi, qui est la loi beaucoup moins connue de Bornmann et Mutz, des années de Bornmann et Mutz, qui dit qu'il y a doublement de la productivité scientifique tous les 9 ans. Alors, par rapport à la loi de Moore, elle est vraie depuis les années 1900, ce qui est quand même un avantage. Après, elle est beaucoup moins forte que la loi de Moore. Donc on est passé dans les années 1900 à un peu plus de 10 000 publications par an, à, dans les débuts des années 2000, à 10 millions de publications par an. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est une échelle logarithmique. On voit donc qu'il y a bien une augmentation exponentielle des publications par an entre les années 1900 et 2000. Entre les années 60 et 2000, on n'a aucune idée de si cette... donc on n'a pas d'explosion, on n'a pas d'explosion surexponentielle, et on ne sait pas du tout si cette tendance a été permise grâce à Internet ou pas. Par contre, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que le processus de publication scientifique n'a pas changé du tout avec l'arrivée d'Internet. Certes, maintenant, il se fait on dépose nos manuscrits en ligne et on les lit en ligne, mais le processus est toujours le même depuis les années 60. Alors la façon dont ça se passe, c'est que les scientifiques écrivent des manuscrits, ils les soumettent à un éditeur scientifique, qui lui-même va les soumettre à d'autres scientifiques qui vont le vérifier et essayer de trouver des failles à l'intérieur. S'il ne trouve pas de failles, eh bien votre manuscrit est accepté et publié dans un journal scientifique. Alors évidemment, le chemin est parsemé d'embûches et vous pouvez être refusé à n'importe quelle étape, que ce soit par l'éditeur scientifique si vous ne suivez pas la ligne éditoriale, ou par les reviewers parce que votre article est scientifiquement mauvais. S'il n'est pas trop mauvais, on peut vous demander des révisions majeures ou mineures, et à la fin, vous pouvez être publié dans un journal. Donc ce système-là, il n'a vraiment pas changé, à part le fait que maintenant, on fait tout ça en ligne. Des développeurs qui sont dans la salle seront surpris d'apprendre probablement qu'on n'utilise absolument pas Git en science.
on ne fait pas de commit. Une fois qu'on a fait une publication, ça reste immutable, on ne peut pas la changer. Et donc si on s'aperçoit qu'il y a une erreur dans notre publication, on est obligé de repasser par exactement le même processus qui dure entre 6 mois et 1 an, voire 2 ans quand on n'a pas de chance. Donc c'est très très long, et effectivement, le temps de publier les nouveaux résultats qui ne sont pas en accord, ou si vous trouvez une publication de quelqu'un et que vous voulez apporter d'une justification contre, eh bien, ça prendra du temps, et pendant ce temps-là, et même après ça, la publication sera toujours disponible pour tout le monde. Donc ça n'a pas changé, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on s'est quand même dit qu'avec Internet, on peut diminuer le coût de la publication. Or, ce n'est pas du tout le cas. Les scientifiques payent à absolument toutes les étapes. La soumission d'un article coûte de l'argent. Lorsqu'il passe le process de peer review, on a des frais additionnels. Et enfin, lorsqu'il est accepté, on a aussi des frais additionnels qui vont de rajouter la couleur à votre article, à rajouter plus de figures, etc. Non, c'est vraiment pas une blague, on paye vraiment pour ajouter la couleur à nos articles. Et à la fin, on paye pour avoir l'abonnement à ces journaux scientifiques. Donc vous me direz, oui, mais c'est normal parce que dans tout ce processus, il faut quand même payer les reviewers qui font le travail de vérifier si l'article est correct. Or, ce n'est pas le cas. Les scientifiques sont payés, reçoivent un salaire qui comprend le travail de reviewer. Donc actuellement, les éditeurs scientifiques, les maisons d'édition, gagnent énormément d'argent du fait que le processus soit sur Internet et décentralisé. Et ce processus coûte énormément d'argent aux chercheurs. Et on s'attendait avec Internet d'avoir un accès à la science énorme. Or, ce n'est pas du tout le cas du fait de ces blocages-là. Bon, ça c'est mentir, car on a quand même accès à l'ensemble de la science actuelle, mais pour ça, c'est complètement illégal. Alors vous pouvez utiliser Sci-Hub, qui, lorsqu'on trace l'adresse IP, je vous laisse deviner où ça arrive, mais ça se passe en Russie. Et avec Sci-Hub, vous pouvez accéder à n'importe quel article à travers le monde. Pour ça, il utilise un VPN, donc ça se connecte à une université, par exemple Stanford, Harvard ou n'importe, qui, elle, a les droits d'accès aux publications et vous la récupère pour vous. Donc, finalement, grâce à Internet, effectivement, on a eu l'accès total à la science pour tout le monde, à l'ensemble des publications pour tout le monde, mais pour ça, on est obligé d'être illégal. Ce qui a amené aussi l'Internet et la formation de grosses bases de données qui contiennent l'ensemble des publications, c'est la quantification, et la quantification du travail des chercheurs et des journaux. Donc aujourd'hui, on s'amuse à indexer et à mesurer l'efficacité des chercheurs à travers le nombre de citations qu'ils ont par papier. Il y a plein de mesures agrégées. Au départ, j'avais fait une slide mettant toutes les mesures, mais je me suis dit que c'était vraiment horrible et je préférais juste mettre un scientifique qui croule sous les chiffres, parce que c'est à peu près ce qui se passe. Et donc, si on a des indices Parfait, super, merci. Si on a des indices qui sont utiles, dans certains cas, le problème, c'est qu'on peut facilement tricher. Donc en s'auto-citant, on peut gagner des points comme ça, ou sinon on peut payer quelqu'un pour qu'il nous rajoute à son papier et qu'on gagne des points. Il y a plein de façons de tricher, et pour ça, si on a un bon réseau, ça est bien. Et pour ça, heureusement, on a ResearchGate, donc un réseau social pour scientifiques, donc on a nos propres réseaux. On n'utilise pas Facebook. Twitter est assez utilisé dans le monde scientifique, pas du tout Facebook. Pour ça, on a ResearchGate qui proclame donc 11 millions de chercheurs, et plus de 100 millions de publications. Donc c'est des outils qui sont absolument primordiaux quand vous voulez vous connecter à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, qui travaille sur les mêmes domaines que vous. Mais ça pose quand même quelques problèmes où il ne faut pas non plus que les gens y passent trop de temps et que ce ne devienne pas juste un temps où on cherche à montrer son CV en ligne. L'objectif étant quand même de continuer à faire de la recherche. Et à ce point, c'est quand même important de noter que dans les 7 prix du millénaire actuellement en mathématiques, un seul est tombé. Il est tombé en 2003. C'était la conjecture de Poincaré. Et c'est tombé par un Russe, Gregory Perelman, qui vivait reclus chez sa mère et qui n'avait quasiment qui utilisait Internet que pour poster ses résultats. Donc la communication, c'est primordial, mais ce n'est pas une condition ni nécessaire ni suffisante pour faire de la bonne recherche. Heureusement, on a énormément de nouveaux outils qui sortent en ce moment, donc qui attaquent de front à la fois le système de publication dont j'ai parlé au début, donc des acteurs qui permettent
aux scientifiques de reprendre la main sur ce processus de publication. Donc, ce qui est présenté à droite de la slide. On a des outils en haut, à gauche de la slide. En haut à droite, on a des outils qui améliorent le processus de création scientifique, donc à la fois de communication au moment où on cherche à interpréter ces données, donc à analyser et interpréter ces données, rendre nos résultats scientifiques beaucoup plus solides et de pouvoir faire des expériences qui sont répétées. Donc typiquement, quand on a du code et quand on fait des simulations, c'est bien de pouvoir le répéter dans un autre environnement. Pour ça, les scientifiques développent des outils afin de pouvoir lancer le même code exactement dans le même environnement, et des outils qui sont d'autant plus des outils collaboratifs. Et enfin, on a des outils qui sont à disposition des citoyens pour faire de la science. Donc en bas à droite, tels que Foldit, iWire et GalaxyZoo. C'est des outils où vous pouvez jouer à replier des protéines. Ça aide énormément les chercheurs. Il y a des publications qui sont sorties après ça, car les humains sont bien meilleurs que les ordinateurs à replier des protéines dans certains cas. iWire vous permet d'essayer, à partir de tranches de cerveau, de reconstituer un cerveau en 3 dimensions. Et GalaxyZoo vous permet d'essayer de trouver des galaxies à partir d'images de télescopes. Donc le web a clairement révolutionné. Donc pour conclure, le web a clairement révolutionné notre façon de transmettre des données. Il n'a absolument pas révolutionné la façon dont on publie nos résultats actuellement. L'accès est possible illégalement, mais depuis quelque temps, on voit de nouveaux outils qui sortent, qui aident les scientifiques dans leur travail de tous les jours, et qui en plus incluent le citoyen dans le processus scientifique. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, oui. Ou est-ce qu'il faut... Enfin, il y a un prix qui est indexé sur quelque chose. Enfin, je sais pas, déjà, j'aimerais bien avoir une idée de la somme. C'est de l'ordre de 5 000 € par papier. Ça dépend s'il passe ou pas. D'accord, donc tu soumets un papier et quelle que soit ta recherche, quelle que soit ce sur quoi tu as travaillé, tu payes d'office cette somme-là, quoi. Oui, et ça va dépendre en général de la notoriété du journal dans lequel tu vas publier. Donc si c'est un journal qui est justement très cité, où les très lus et très cités, ce sera en général plus cher. Et donc c'est ce qui amène d'ailleurs la course à la citation, car les journaux ont tout intérêt à avoir des journaux qui sont très cités, afin justement de pouvoir justifier le fait qu'ils ont des tarifs plus élevés. Donc c'est le journal dans lequel c'est publié qui détermine le prix de toutes les étapes. Complètement. Ok, merci. Y aurait-il une autre question ? On a vu que les scientifiques utilisent des journaux scientifiques pour publier leurs recherches, mais est-ce que c'est pas justement l'importance de la notoriété de chacun de ces journaux qui ont fait que le web n'a pas intervenu beaucoup dans la mutation de la recherche, dans le sens où Internet n'est pas considéré comme un tiers de confiance dans ce cas-là? Pour paraphraser la question, c'est les scientifiques. Enfin, de mon point de vue, les scientifiques sont tout à fait responsables de ce qui se passe, car ils continuent à publier effectivement dans ces journaux-là. Et Internet, effectivement, n'a pas changé, car ce système-là existait déjà avant, et ils avaient déjà acquis une certaine notoriété. C'est qu'effectivement, au moment où Internet est apparu, les scientifiques n'ont pas pris ce système-là en main, alors que le coût aurait été beaucoup moins élevé pour eux de faire ce processus d'édition. Il est resté dans les mains des éditeurs. Et Internet étant décentralisé, oui, mais c'est tout à fait possible d'avoir des registres au sein des universités, c'est tout à fait possible de faire au sein des universités des pôles qui pourraient s'occuper du processus de publication. Je sais pas, non, j'ai... Oui, non, mais ouais, non, ça répond. C'est bon. Ça répond. Merci beaucoup et du coup, bonne soirée à vous.